Merci beaucoup de nous avoir évidemment invités pour en plus 2 jours qui ont été pour nous vraiment très intéressants parce qu'on a eu l'impression qu'on avait par rapport à nos travaux à la fois éventuellement beaucoup de choses à dire mais aussi éventuellement beaucoup de questions à vous poser, en tout cas des interactions qui nous paraissent vraiment nécessaires de développer. Alors le titre est un peu long, mais en gros c'est bien de parler de l'intérêt croisé des humanités numériques et d'une approche. Alors on est en histoire des sciences et des techniques, vous verrez qu'elle est un petit peu différente de fait des approches qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, mais c'est vous montrer que en fait le fait de travailler au niveau des humanités numériques nous oblige en fait à penser d'une certaine façon et du point de vue méthodologique à aborder la question des définitions claires de ce dont on parle. Simplement pour situer les choses en termes de contexte, vous l'avez vu, on est sur une équipe en fait qui est pluridisciplinaire. Là, je vous présente le PAM 3D Lab, en fait, qui est un mélange entre des laboratoires en histoire des sciences et des techniques, mais aussi comme le LabStick, qui est un laboratoire d'informatique qui travaille sur des questions de modélisation des connaissances, mais aussi des questions de réalité virtuelle et 3D. Et on a décidé, en particulier aussi avec nos collègues de Caen, Philippe Fleury et le CIREV, de travailler tous ensemble sur ces questions d'humanité numérique, en particulier à propos de patrimoine et de questions qui sont liées à la notion d'artefact, puisque notre point d'entrée sera, vous le verrez dans un premier temps, la notion d'artefact, sachant que pour nous, l'artefact sera pensé ici comme une production humaine, donc une définition relativement simple. Mais il s'agit de traiter ces questions-là d'un point de vue de culture matérielle, mais aussi de culture évidemment immatérielle, mais aussi de penser les choses en termes de patrimoine, valorisation du patrimoine et de compréhension du patrimoine. Alors très rapidement, donc en gros, pourquoi faire des humanités numériques, en particulier des questions qui sont vraiment de l'ordre de l'intelligence artificielle et qui sont des questions liées à ce qu'on appelle le web sémantique. Je pense que c'est des constats que vous avez tous faits, en tout cas avec nous. C'est la question qu'on dispose désormais d'un très grand nombre d'informations qui sont disponibles en ligne et on affronte désormais une complexité de la gestion des grandes quantités de données et que, en fait, comment faire avec l'ensemble de ces données qui sont mises à disposition. Et on se retrouve avec une vraie difficulté méthodologique qui est à la fois en termes d'exploitation des données, on est de l'ordre qui est parfois de l'ordre du big data, et par ailleurs, il y a aussi un constat de diversité, d'hétérogénéité des sources. On voit bien qu'elle prend toutes les formes. On en a vu un certain nombre d'exemples ici. Ça peut être des formes iconographiques, comme éventuellement archéologiques, ou alors des textes, ou alors des sources plutôt archivistiques, etc. Et puis par ailleurs, il y a l'idée que en fait, l'informatique et l'intelligence artificielle peut être au service de l'historien en particulier pour composer de nouveaux corpus numériques qui peuvent être composés de façon semi-automatique ou automatique à partir de l'ensemble des fonds historiques qui sont déjà disponibles en ligne et numérisés. Mais ça nécessite des méthodologies spécifiques, en particulier d'être capable de décrire nos activités. Alors modéliser, ça veut dire utiliser le web sémantique. Alors je vais très rapidement là-dessus. Si vous avez entendu quelque chose qui s'appelle Humanum, en gros, il y a l'idée qu'on va être obligé de décrire nos données au travers de triplets, en tout cas de mots, de phrases qui sont caractéristiques de nos pratiques. Je ne vais pas beaucoup plus loin parce que là, on va rentrer dans les questions d'informatique. Ce n'est pas le but du jeu là et aujourd'hui. Par contre, on travaille avec une plateforme qui s'appelle simoji.org, qui a été développée par le LARA qui est à Lyon, en particulier donc avec Francesco Beretta et puis Pierre Vernus, et qui s'appelle donc un système modulaire de gestion de l'information historique et qui nous a paru extrêmement intéressant. Et désormais, nous avons fondé un groupe de travail sur justement la question d'utiliser ces outils-là et en particulier de partager des données qui, a priori, d'habitude, sont plutôt collectées sur des disques durs personnels et comment en fait on peut les mettre à disposition et les partager dans certaines conditions, bien sûr. Et on retrouve quelque chose qui va s'appeler des bases d'hébergement de projet et puis quelque chose qui s'appelle une ontologie. Et l'ontologie, c'est un modèle de connaissance qui est très important parce qu'en fait, il doit être issu de la communauté des historiens et non pas de la part des informaticiens qui ne sont pas historiens. Donc c'est en gros comment décrire nos pratiques, comment décrire nos documents, nos sources, de façon à ce qu'elles soient utilisables, mais de façon automatique, c'est-à-dire à apprendre aux ordinateurs à penser, en tout cas à penser un petit peu comme nous. Alors, je vais très vite là-dessus aussi, mais ça implique aussi de modéliser, d'avoir une organisation des connaissances avec l'idée qu'on peut avoir
par exemple, ce qu'on appelle des unités de connaissance. Unités de connaissance, en fait, ce sont des systèmes d'information. Alors, des informations très simples, a priori à dire. Par exemple, le port de Tanger a été créé à telle date. On voit bien que c'est très facile à énoncer. Par contre, lorsqu'on veut vraiment l'instancier, c'est-à-dire vraiment une date, on voit bien que la notion de création est nécessaire d'être déterminée, définie en tant que telle. Ce n'est pas si simple. La question de la date, est-ce que c'est effectivement une création spontanée? On peut dire que ça sera créé, par exemple, en 1913, le 1er janvier à telle heure. On voit bien que ce n'est pas possible. Donc il y a la notion d'événement qui doit être décrite de façon parfaite. Et ça fait intervenir un certain nombre de concepts, d'acteurs, de lieux, d'artefacts, etc., qui sont décrits par cette colonne-là. Donc derrière, il y a cette idée d'être sur des formes modélisantes, c'est-à-dire avoir des idées qui sont un peu génériques, mais auxquelles on va donner des valeurs, mais qui représentent effectivement la façon de décrire les pratiques en tant que telles. Je vais très vite là-dessus parce que ce n'est pas forcément le sujet, mais ça implique quand même que ça nous oblige à penser d'une certaine façon. Alors, du point de vue du laboratoire, on a 2 thèses en cours sur ces questions-là. À la fois, donc, Bruno Roux, qui travaille sur des questions de modélisation de connaissances, web sémantique, et la question d'évolution des ports, mais on verra que la notion de création est essentielle dans ce cadre-là. Hein. Et donc, en collaboration avec l'Argentine, Mar del Plata, et puis Rosario, et puis il y a une thèse qui va démarrer au 1er novembre, sur des questions qui sont plus des questions de culture matérielle, de pratique technologique dans les arsenaux de Brest et de Venise, et en utilisant des questions de web sémantique et de réalité virtuelle, simplement pour vous donner un peu le cadre. Alors, pour positionner un peu les choses, je vais prendre juste 2-3 exemples qui sont issus de l'Arsenal de Brest pour montrer la difficulté. En particulier, dire que si on prend simplement les cartes, là ici on a une carte de 1640, on s'aperçoit que le port déjà existe. Le port Arsenal, en fait, il s'agit d'implantation dans un milieu très naturel, un certain nombre d'éléments, et on pourrait remarquer, par exemple, qu'il existe une corderie, mais il y a aussi des forges, un certain nombre d'éléments. On peut remarquer aussi qu'il n'y a pas de quai, et en fait, on reste à un état relativement brut, mais malgré tout, des installations qui paraissent relativement essentielles, puisqu'elles ont été construites tout de suite. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est vraiment, qu'est-ce qu'on doit installer dans un premier temps, qui paraît essentiel et qu'on pourrait considérer comme ce qu'on appelle un nucléus, le point de départ, le germe, le point de départ. Si on balaye assez vite, on va en 1785 avec ce plan, et bien on s'aperçoit qu'on va avoir en fait un espace géographique qui va être occupé, transformé, anthropisé très fortement. En fait, c'est quelque chose qui va être de longue haleine. Et c'est pour nous relativement difficile de penser les choses en termes de création, puisque création, pour nous, fait penser plutôt à une date ou à un événement extrêmement fin ou précis. On est plutôt sur des périodes, et nous, on aurait tendance plutôt à parler de genèse pour arriver à un moment donné à un état stable, et ensuite, éventuellement, qu'on change de paradigme. Et je vous donnerai un petit exemple là-dessus. Et lorsqu'on voit, par exemple, la structure en 1800, à peu près 60, eh bien, si le plan apparaît comme relativement proche de celui du 18e, eh bien, des photos montreront qu'on est sur des positions très très différentes. Alors, ça nous oblige à traiter sur des questions de définition. Et bon, alors là, on va faire référence par exemple à des travaux qui ont été faits en histoire des sciences et des techniques, en particulier par Thomas Parks Hughes, alors qui propose des définitions de macro-systèmes technologiques, et ça nous a semblé très important pour nous justement de travailler avec ces définitions qui ont été souvent appliquées plutôt sur de gros systèmes du 19e et du 20e siècle, et de façon étonnante, les ports n'avaient pas été vraiment sollicités dans cette communauté-là. Donc malgré tout, si on regarde la définition, on a le fait qu'un système technologique contient donc des composants, et dont les composants ont pour but de résoudre des problèmes. Et ça nous paraît assez essentiel d'essayer de penser effectivement qu'un artefact, que ce soit un port ou une grue ou des choses beaucoup plus petites, ont pour fonction de résoudre des problèmes, et que le choix de ces artefacts ce sera des solutions adaptées pour résoudre ces problèmes. Alors évidemment, ils sont construits socialement et de façon très importante, et présentent une part à la fois matérielle mais aussi immatérielle. Par exemple, il y a la notion d'organisation, la notion de loi qui va apparaître, et ça nous semblait très intéressant. Par ailleurs, il y a aussi l'idée que apparaissent évidemment des êtres humains. Il y a la notion d'individus, mais aussi de groupes sociaux, et apparaît par rapport à la notion de création ici la notion d'inventeur ou de constructeur de systèmes technologiques, et qui sont, alors par exemple Edison serait un bon exemple d'un constructeur de macrosystèmes technologiques. Alors,
Pour aller un peu plus vite, en fait, l'informatique nous apporte aussi des définitions. Je ne vais pas développer non plus, mais en gros, on peut résumer sous la forme suivante. Alors, je suis désolé d'employer de temps en temps des choses en anglais ou en français, donc vous m'en excuserez. Mais en gros, on peut résumer les choses sous la forme suivante. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut décrire un système technologique, il faut à la fois avoir un système d'artefacts, c'est-à-dire des systèmes d'objets, éventuellement matériels, qui sont tous liés les uns par rapport aux autres, mais il faut aussi considérer les acteurs qui sont en rapport avec ces objets, et évidemment, il y a la notion de savoir qui est extrêmement importante. Alors, comme on travaille en histoire des sciences et des techniques, ce seront plutôt les savoirs à caractère technologique et scientifique qui vont nous intéresser, mais on sera sous cette forme de description d'un triangle, et qui va se déplacer au cours du temps, c'est-à-dire qu'il nous faut aussi, en gros, quelque chose qui est de l'ordre d'une théorie de l'évolution des ports. Alors, simplement pour vous dire nos influences. Autre influence, celle des géographes, en particulier le modèle Anyport de Bird à partir de 63, mais qui est très important, qui montre que les modèles ont une valeur heuristique. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours penser comme ça, mais ça nous aide à penser. Mais ça veut dire qu'il faut aussi définir des catégories ou des typologies, et ce sera le but du jeu. Et on voit bien que dans le cadre de ce modèle-là, eh bien, on peut aller avec un point de départ, une expansion, et puis une spécialisation, avec création quand même de ce qu'on pourrait appeler de nouveaux ports, en tout cas des dynamiques spécifiques. Et on voit bien qu'un port doit être conçu, pensé de façon dynamique. Alors simplement pour regarder, et j'en terminerai là, puis je passerai la parole à Bruno, simplement aussi pour dire la question du nouveau port en tant que tel. Lorsqu'on voit cette œuvre donc là, qui date du 18e, bon, elle est très célèbre, elle nous montre Brest, et donc les bâtiments, on est près, juste en bas du plateau des Capucins. Eh bien, en fait, on a quelque chose qui est caractéristique d'un système technologique qui est dédié à la marine à voile, avec aussi un système technologique qui est basé en termes de matériaux sur le bois, très peu de métaux, des technologies qui fonctionnent très très bien, qui sont très très efficaces, mais on voit bien qu'on a un système technologique très caractéristique du XVIIIe siècle en tant que tel, et avec des savoirs spécifiques. Et si on regarde la petite grue qui est ici, on est à caractère, l'énergie qui va être employée sera souvent animale, humaine ou hydraulique, essentiellement. Si on prend à peu près le même paysage, mais vu d'un autre côté, eh bien là, on est en 1870, eh bien on s'aperçoit que, certes, un certain nombre de bâtiments sont conservés, mais désormais, on est dans une ère totalement industrielle. Le matériau de base, ça va être le fer, les plaques de fer, la fonte. Ce sera en termes d'énergie, eh bien à la fois de l'énergie humaine, mais aussi la vapeur qui va se développer. Et puis, cette grande grue amatée, qui était caractéristique du XVIIe et du XVIIIe, va disparaître en 1877. Et puis, en 1909, 1910, eh bien, cette grue disparaît et on a un paysage qui est caractère industriel, où cette fois-ci, l'énergie est à caractère électrique. On a encore de la vapeur, mais elle est en train de disparaître. Et on s'aperçoit que cet univers ici, en fait, du point de vue technologique, on a complètement changé. Et on peut penser que même si c'est exactement au même endroit, on a bien la création d'un nouveau port parce qu'il y a de nouvelles pratiques, des nouveaux savoirs qui sont à l'œuvre. Et en particulier, il y a des métiers qui ont disparu, il y en a d'autres qui sont apparus. Et je pense que ça peut être intéressant de penser des ports pionniers ou des nouveaux ports aussi en termes de changement de paradigme, c'est-à-dire que les moyens de production, mais les moyens de penser, d'organiser et les savoirs qui vont être de référence seront développés de façon complètement différente. Et là, à mon sens, ces photos ou ces images nous montrent bien ces questions qu'on peut se poser. Voilà, donc derrière, il y a l'idée que le port, c'est un macro-système complexe, donc qui est difficile à regarder. Nous, le point de vue qu'on a pensé, c'est de dire qu'en fait, c'est un lieu de culture matérielle, mais aussi de pratique, et pas simplement un lieu matériel où on va voir des infrastructures ou des flux de matière, des flux d'informations. Ce sont aussi des lieux de pratique, et c'est très intéressant de voir en quoi, dans un nouveau port, les pratiques éventuellement peuvent changer. Et donc, c'est un lieu de culture en sciences et en technologie. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'on peut périodiser, en tout cas, on peut apporter des informations sur des questions de périodisation, sur de la longue période, sur le port, au travers d'indicateurs qui sont des indicateurs relativement simples, mais qui vont être caractéristiques, justement, des technologies qui vont être à l'œuvre. Alors, si on prend une grue, évidemment, entre une grue amatée qui est basée sur le bois et des palans, à une grue à vapeur, ensuite une grue électrique, on voit bien qu'on va avoir des systèmes de savoir qui seront complètement différents. Alors, je passe sur les questions de genèse, etc. Et puis on en discutera sans doute à la conclusion et je passe la parole à Bruno. C'est bon.
Donc je vais vous présenter des exemples tirés de mes études, de mes recherches sur les ports de Brest. Donc pour vous situer, nous sommes ici à Lorient et donc Brest est un peu plus au nord. Et donc je travaille sur Brest et sur l'Argentine, donc 2 ports, Mar del Plata et Rosario. Donc pour Rosario, on travaille en lien avec le professeur Miguel Ángel de Marco, qui fait partie du comité scientifique de la Gobernanza, mais qui n'a pas pu se déplacer. Donc, Monsieur Lobé parlait donc d'indicateurs. Alors, j'ai commencé dans mes études à chercher, à travailler sur l'indicateur du quai. Et je présenterai tout à l'heure un autre indicateur qui est le silo à grains. Donc le quai comme descripteur pour l'histoire des sciences et des techniques. Alors pour collecter des données, en fait, on a élaboré une fiche générique pour pouvoir systématiser la collection de données. Alors on va d'abord commencer par Brest. Alors il faudrait que je puisse sortir. Ouais. Donc cette fiche générique, donc là c'est sur un quai de Rosario, mais en fait c'est la même chose pour Brest. Donc qu'est-ce qu'il doit y avoir dans une fiche technique pour décrire le quai? En fait il faut... attendez, hop. Je crois que c'est un peu coupé. Voilà. Donc un quai, pour le décrire en histoire des sciences et des techniques, on le décrit par sa longueur et par sa profondeur. Ensuite, sa position géographique globale, donc si c'est la ville par exemple, et ensuite on la décrit par des points GPS qui sont ici pour décrire la ligne de quai. Ensuite, on décrit les savoirs technologiques. Est-ce que le type de fondation, donc ça c'est du béton par exemple, l'élévation, quel est le type aussi de technologie. Et ensuite, sur les quais sont implantés donc différents artefacts, par exemple donc des artefacts liés à la mobilité comme les grues. Donc on décrit aussi les grues, c'est-à-dire sur le quai, c'est-à-dire leur nombre, leur énergie, leur capacité de levage maximum. Leur fonction, ensuite le type de grue, parce qu'en fait il y a différents types de grues, comme à Rosario là ce sont des grues à portique mobiles, et le fabricant, donc là à l'occasion c'était Schneider, et ensuite donc sur les quais il y a aussi des voies de chemin de fer, enfin des voies en fait, et là ce sont des voies de chemin de fer en acier, et des moyens de transport, donc des locomotives, des wagons, etc. Et donc des artefacts comme des bâtiments, là en l'occurrence ce sont des hangars et des silos. Ensuite il y a donc les acteurs liés à la construction, donc une construction d'un quai par exemple est donc décidée par, dans ce cas-là c'est l'État national qui a concédé la construction à Hersant et Schneider. Ensuite, donc, le concepteur, donc c'est le groupe Hersant et Schneider, et le constructeur, pareil. Et on a parfois aussi, on trouve dans les archives, des individus, donc Flondroy, qui était le directeur du port, et Barbet, l'ingénieur qui a participé à la construction. Ensuite, on a les acteurs liés les propriétaires et les concessionnaires. Donc, c'est l'État national pour le propriétaire, et donc c'est la société du port de Rosario qui était le concessionnaire. Et ensuite, on peut trouver aussi donc des acteurs liés à l'utilisation. Donc pour Rosario, on travaille depuis peu de temps, donc j'ai pas exactement encore arrivé au bout des acteurs, mais voilà un peu la démarche. Alors je reviens à mon F5. Ah oui, c'est là. Vas-y. Voilà, donc avec les indicateurs longueur et profondeur, on peut décrire l'évolution du port de Brest sur une longue période. Donc ici vous avez l'arsenal militaire de Brest, et en jaune vous avez l'implantation du port de commerce, donc dans l'arsenal vers les années 1820. Ensuite, avec le temps, donc les militaires reprennent une partie du port de commerce, et donc les quais diminuent. Et en 1865, donc le port de commerce de Brest sort de l'arsenal et est ouvert au commerce en 1865. Et donc vous avez donc les longueurs et les profondeurs de quai, donc de 0 pour un port d'échouage,
un quai d'échouage plutôt, et puis donc 6 mètres pour des quais de grande profondeur et 4 mètres pour des moyens mouillages. Ensuite, en 73, on a une ampliation donc du port. En fait, le port a été ouvert, mais n'était pas déjà terminé. Donc là, c'est le projet totalement terminé, donc avec des quais de grande profondeur et de moyenne profondeur. Et ici, c'est une jetée qui n'était pas encore ouverte donc au commerce et qui sera donc en 1917, c'est la même chose. Et en 21, par contre, après la guerre, on a un dragage donc de ce port-là, de ces quais-là qui sont transformés en quais de grande profondeur. Et donc on va récapituler toutes ces données. Ah non, là c'est Mar del Plata. Je vais montrer rapidement que Mar del Plata, en fait, on a la même démarche de méthodologie. Donc on a des petits embarcadères donc, qui ont 2,5 mètres de profondeur. Ensuite, on a le port de Mar del Plata, donc le port nouveau, avec un quai de moyenne profondeur, et ensuite le quai de grande profondeur qui est ouvert en 1924. Pour Rosario, c'est la même chose. Donc là, au départ, on a donc, ce qu'on appelle les quais nationaux, les quais anciens. Donc Rosario a la particularité d'avoir déjà un fond naturel de plus de 6 mètres. Donc en fait, on n'a que des quais de grand mouillage. Et ensuite, le port est concessionné à une entreprise française qui va en fait le refaire entièrement. Et donc ici étaient les quais anciens, l'emplacement des quais anciens. Et voici donc le port nouveau de Rosario. Et donc très rapidement, donc le quai comme descripteur pour l'histoire des sciences et des techniques, en fait, on fait des graphiques pour comment dirais-je, cumuler en fait les quais d'échouage, de mouillage moyen et de grand échouage. Et ce qui nous intéresse, nous, ce sont en fait les paliers et les ruptures qui vont nous permettre en fait de périodiser le port. Donc ici, vous avez donc l'apparition donc du port nouveau et donc les paliers ici, donc c'est du 173. Donc là, on termine le port nouveau et donc une grande période de stabilité. Et puis ensuite, après la guerre, donc la quantité de grand mouillage, de quais de grand mouillage double. Donc ça nous permet de périodiser le port comme ceci. Donc voilà. Ensuite, ici c'est Mar del Plata, donc on a la représentation donc, avec les embarcadères en bois, etc., qui disparaissent au fur et à mesure, et ensuite donc, le port nouveau avec des quais de grand mouillage et de mouillage moyen. Donc avec aussi une périodisation donc, de ce port. Et pour Rosario, donc ici on a les quais anciens, les quais nationaux, et ensuite la rupture avec le quai nouveau. Alors, nous avons développé donc le travail sur les quais, c'est Rosario, et aussi ce qui frappe dans le paysage portuaire d'Argentine, des ports argentins, ce sont les silos à grains, les silos élévateurs de grains. Et donc on a choisi, j'étais en Argentine au mois d'août et on a choisi de choisir pour cette conférence le silo comme descripteur. Donc voilà par exemple le vieux silo à grains du port de Rosario, donc qui date de 1906. Enfin, la construction ouverte en 1912. Donc il est abandonné, mais il fait encore partie, enfin il est très très grand, il fait partie du paysage portuaire. Là c'est un deuxième silo qui a été construit en 1931, qui fonctionne toujours, et là c'est un troisième silo qui est construit en 1976. Et donc pour le silo à grains, les descripteurs, et donc dans les documents techniques, en fait, le descripteur, ce sont les capacités totales des silos, la capacité totale en tonnes, la capacité de réception, c'est-à-dire en combien de tonnes à l'heure peut recevoir le silo, et la capacité d'embarquement, c'est-à-dire combien de tonnes à l'heure peut livrer le silo élévateur au bateau. Voilà. Et donc, voici un graphique indiquant les trois élévateurs de Rosario. Donc, on voit en bleu, donc c'est la capacité en tonnes, en orange la réception et en jaune l'embarquement. Et donc, on voit qu'il y a donc des ruptures très fortes sur les trois indicateurs. Donc, on a des périodes de stabilité et ensuite une rupture pour montrer en fait le développement de l'exportation du grain depuis Rosario.
Donc voilà les périodisations donc, du silo et du port donc, de Rosario. Donc ça nous permet en fait de mettre en évidence des périodes de stabilité. Alors on voit effectivement qu'elles ne sont pas exactement les mêmes, mais ça nous posera justement des questions et ça nous permettra de résoudre ou tenter de résoudre des problèmes. Et donc là c'est Rosario. Hop. Tu conclus ? Ou tu conclus ? Sur la conclusion, voilà, donc déjà pour nous, le port est un macro-système complexe, donc c'est très difficile de penser le port dans sa globalité. L'idée, on pense qu'il est impossible de comprendre un port dans sa globalité, en fait. C'est-à-dire que chacun a son point de vue et en fait va avoir une forme de représentation du port de son point de vue. Et il y a l'idée qu'en fait, il faut choisir, du point de vue de l'historien, un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre de périodiser. La question, c'est que ces choix sont cruciaux et ils vont être évidemment parfois en contradiction, en tout cas, ils vont avoir du sens. Donc le choix des indicateurs est essentiel. Après, il y a la notion de création-genèse. Alors, je n'ai pas eu le temps de montrer un peu ces discussions-là, mais pour nous, à la question de la création, c'est en fait comment on passe de l'idée de port à l'idée quelque chose qui est l'ordre du monde idéal, c'est-à-dire qu'on va avoir des représentations de projets, comment éventuellement on va passer à des choix définitifs, mais ces choix définitifs de toute façon vont passer par une réalisation matérielle qui, d'après notre expérience en tout cas des sources, se traduit par quand même une modification par rapport aux projets initiaux, même s'ils ont été décidés. Et cette genèse, on l'a bien vu dans toutes les interventions, eh bien, elle prend du temps, elle peut prendre plusieurs années, parfois elle s'arrête, ensuite elle reprend. Et on s'aperçoit que la notion de création est peut-être, on a tendance nous à parler de genèse, c'est-à-dire c'est cette période à la fois d'incubation, mais aussi de réalisation, et à un moment donné, il y a cette idée de livraison d'un port qui va rentrer dans un usage un peu routinier pendant un certain temps. Alors, il y a la question de l'ampliation aussi. Qu'est-ce qu'on peut sous-entendre là-dessus ? Alors, on parlait, nous, plutôt d'adaptation, c'est-à-dire qu'à des moments, effectivement, un port, de toute façon, est soumis à un certain nombre de contraintes. Alors, c'est des contraintes qui peuvent être d'ordre scientifique et technologique, c'est-à-dire que, par exemple, il y a de l'innovation scientifique et technologique qui va améliorer grandement les choses. Résultat, il va y avoir des modifications, mais il peut y avoir aussi des contraintes à caractère politique, économique. Il peut y avoir une guerre, il peut y avoir ce genre de choses. Évidemment, on va avoir de nouveaux problèmes qui vont être soumis. Éventuellement, on va trouver des solutions qui vont permettre d'aller à une deuxième génération ou éventuellement qui va amener à l'arrêt du port, la fin du port en tant que tel. Et voilà, sur la question des nouveaux ports, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a la question des nouveaux systèmes technologiques qui apparaissent. À l'heure actuelle, par exemple, un port sans informatique aura quand même beaucoup de mal à fonctionner. On voit bien que du point de vue de la logistique, c'est quelque chose d'essentiel. Donc on voit bien qu'on est aussi sur de nouveaux systèmes qui sont apparus, qui sont très différents de ce qui était pratiqué il y a 50 ans en particulier. Et il me semble que la question de l'apparition, mais aussi la disparition des pratiques peut être aussi un bon indice sur la question des ports nouveaux, des ports pionniers, en particulier sur la question des métiers où il y a éventuellement de forts savoirs technologiques. Et puis, il y a la question des nouvelles fonctions, parce que, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'une fonction en tant que telle ? C'est peut-être assez compliqué parfois à le dire, puisque c'est multifonction pour éventuellement un même espace. Voilà, simplement quelques conclusions là-dessus. Et puis des perspectives, vous l'avez vu, nous on est sur un projet, donc simoji.org, alors qui est très... C'est un prototype, on travaille de façon extrêmement lente, mais on fait un appel à collaboration, c'est-à-dire que si certains, ou tout le monde d'ailleurs, est intéressé pour travailler avec nous et sur ces questions-là, eh bien évidemment, on est tout à fait intéressé parce qu'effectivement, il y a la question de monter des modèles, mais c'est très bien de monter des modèles, mais en même temps, il faut qu'ils soient efficaces, mais surtout qu'ils soient utilisables par le plus grand nombre et pas simplement évidemment par nous, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ces questions de modélisation de connaissances, mais aussi en fait derrière la création d'une base de données qui est intelligente avec le LARA, eh bien vous êtes tout à fait les bienvenus. Voilà, merci.